nous sommes tous collègues, nous sommes tous philosophes, puisque nous avons tous besoin de travailler sur les choses principales pour nous orienter dans la vie quotidienne. Donc j'ai pris juste cette image de notre dernier livre sur les droits culturels de l'enfant, puisque pour comprendre la culture, il faut vraiment comprendre l'enfance. Pour comprendre l'enfance, il faut comprendre la culture. Et c'est bien notre défi numéro 1. Comprendre l'enfance, ça veut dire comprendre la filiation. Comment je vais porter l'enfant plus haut que moi? Et c'est ça, se mettre à la hauteur de l'enfant, je vous disais hier, c'est pouvoir le porter plus haut que soi. Mais comment faire? Comment donner à son enfant quelque chose qu'on n'a pas? Peut-être qu'on a perdu. Il y a une réponse à ça. D'abord, on n'est pas tout seul, mais surtout, c'est l'enfant lui-même qui nous apprend. Quand on prend l'enfant contre soi, qu'il pleure, qu'il a mal, qu'il est inquiet, eh bien, c'est là qu'il nous apprend, à condition de savoir sentir, de savoir regarder, entendre. C'est là qu'il nous apprend cet désir plus fort que le nôtre, et qui est le sien. Ça nous fait comprendre aussi que notre dignité humaine, nous l'avons reçue comme un double don. Un don de nature, par l'ascendance, par cette chose absolument fabuleuse de la génétique et des milliers de rencontres qui font qu'on est chacun là, ce qui est complètement improbable. Un don de nature et un don de culture. Puisque nous avons reçu des gestes, nous avons reçu des langues, nous avons reçu, etc., etc. Et cette immense reconnaissance pour tout ce qui fait notre dignité présente, elle est tout à fait importante parce que c'est notre capacité d'admiration qui est notre capacité culturelle. C'est bien notre capacité d'admiration. Et c'est ça que nous avons de plus précieux. C'est cela que nous pouvons transmettre. Alors je termine ce que je voulais faire encore hier sur les références. Vous vous rappelez, le droit culturel, droit de vivre librement son identité comme un chemin. Pour cela, ça veut dire le droit d'accéder à des œuvres culturelles. Mais quand je dis accéder, le mot n'est pas assez juste parce qu'on croit simplement qu'il suffit d'aller. On doit dire le droit de s'approprier. Je vais changer dans mon texte. Le droit de s'approprier des œuvres culturelles. Alors ça peut être quelque chose que j'achète, comme un livre ou un disque, mais ça peut être aussi un paysage que je fais mien, n'est-ce pas? Que j'incorpore. Et vous vous rappelez, pour le sociologue Pierre Bourdieu, la notion de capital culturel, qui est le capital objectivé, le livre, qui est le capital institutionnel, le diplôme, et qui est le capital incorporé. Le livre que j'ai lu, le livre que j'aime, la lecture qu'il a développée en moi, l'imaginaire qu'il a développé en moi, la liberté que le livre a développée en moi. Et à ce moment-là, j'ai effectivement incorporé le livre, n'est-ce pas? Comme je peux aussi incorporer une autre personne, quand je dis que j'ai quelqu'un dans la peau, ce n'est pas qu'une image. Ma peau, c'est ma culture. C'est ça? Et à ce moment-là, la personne que j'ai dans la peau, c'est la personne dont j'ai intégré quelque chose du regard, du parfum, du son de la voix, et aussi de son imaginaire, de son passé, de ses blessures, de ses désirs. Donc le droit de vivre librement son identité, d'accéder ou de s'approprier des œuvres culturelles et d'acquérir la capacité personnelle d'avoir les références. Et les références, qu'est-ce que c'est? Ce sont des savoirs. Des savoirs qui donnent accès à d'autres savoirs. Quel est le savoir lire, évidemment, est nécessaire pour lire le livre, et le livre va augmenter ce savoir. C'est évidemment tout simple, mais c'est important de le dire, parce qu'on a, nous, souvent une vision, ou bien c'est les êtres humains, ou bien c'est les choses. Or, c'est l'intermédiaire qui nous intéresse.
Comment est-ce qu'on peut manger un livre? Comment est-ce qu'on peut dévorer des yeux? Comment est-ce qu'on peut comme ça augmenter son corps, augmenter son regard, augmenter son écoute, augmenter son toucher? C'est ça qui nous intéresse. La culture qui est un travail qui plonge dans le travail de la nature. On a l'impression des fois que la nature, c'est quelque chose qui est là, qui est donné, qui est né, c'est naturel. Et que la culture, c'est un autre étage qui viendrait par-dessus. C'est tout faux. La nature, c'est une explosion permanente. C'est un travail, comme on dit qu'une femme est en travail quand elle va accoucher. Et nous aussi, on est en travail, de bien des façons. Enfin, notre corps est en travail permanent. Voilà. Notre cerveau crée ses synapses. En ce moment, on est en train de changer nos synapses dans le cerveau. Notre nature est en travail permanent. Et alors, ça veut dire quoi? Pourtant, nous sommes en train de nous cultiver, mais qu'est-ce que nous faisons? Nous cultivons, nous plongeons les mains dans notre nature. N'est-ce pas? Nous plongeons, nous transformons notre biologie en ce moment. Et donc, la nature, qu'est-ce que c'est? C'est un travail qui vient sélectionner dans un travail de nature, hein, qui vient laisser mourir des synapses, laisser mourir des connexions biologiques pour en favoriser d'autres. Et ça, c'est extrêmement important. Notre biologie est transformée par notre culture. Comme notre regard se modifie biologiquement aussi par notre façon de regarder, etc., etc. Vous connaissez bien ça. Donc, vivre son identité, s'approprier des œuvres, acquérir des références pour pouvoir jouir d'une réciprocité créatrice. Qu'est-ce que c'est que la joie de créer? Bergson parlait beaucoup de la joie de créer. C'est bien cette capacité du don que je vous disais, non seulement j'ai reçu, et donc il y a cette admiration, mais nous pouvons nous donner mutuellement. Autrement dit, notre intelligence est capable de grandir beaucoup. Quand je dis notre intelligence, au sens que j'expliquais hier, notre intelligence de chaque sens. Et effectivement, ça vaut la peine d'aller faire quelque activité culturelle que ce soit, de valeur, n'est-ce pas? Ça vaut la peine parce qu'on en sort effectivement grandi dans ce sens-là. Donc nous ne sommes pas limités simplement par notre niveau intellectuel aujourd'hui, hein, mais notre niveau intellectuel peut grandir beaucoup, beaucoup. Cet aspect très optimiste se décline à l'envers. C'est-à-dire qu'il y a une immense inégalité entre les personnes riches en culture et les personnes pauvres en culture. Parce que si cette capacité d'enrichissement est si grande, alors qu'en est-il de celui qui n'a pas pu faire l'expérience de la réciprocité créatrice? Pour qui la langue, simplement la langue parlée, n'a jamais été ce palais magnifique, avec toutes ces pièces, ces escaliers, ces façons d'aller d'une idée à une autre, d'une personne à une autre, d'un objet à un autre. Pour qui n'a jamais eu l'expérience de la fécondité de la gestuelle, qui n'a jamais pu habiter véritablement son corps. La distance entre l'extrême pauvreté et l'extrême richesse, quand on la regarde sous l'angle culturel, est encore beaucoup plus grande. Cette vision est dramatique au sens classique du terme, c'est-à-dire que c'est à la fois très optimiste et c'est à la fois plus révoltant face à la gravité. Gravité de la pauvreté, gravité de la richesse, mais gravité cette fois-ci au sens positif. Donc à ce moment-là, je vous avais expliqué déjà ici les savoirs déposés, je n'y reviens pas, et on peut dire que chacun des droits culturels, on en a mis 8 dans la déclaration de Fribourg, que vous avez sous les yeux, on aurait pu les regrouper en 6 ou en 10, peu importe. Ce qu'il faut, c'est pouvoir couvrir le champ. Chacun de ces droits culturels est un conducteur de sens, comme disait Amartya Sen, comme on dit en électricité, un conducteur. Et à ce moment-là,
le droit de participer à la vie culturelle qui englobe tout, mais on peut développer sur le droit à l'éducation, l'information adéquate et un droit qui permet précisément cette circulation du sens entre les uns et les autres. Un savoir approprié, dans les deux sens du terme approprié, au sens où l'a indiqué tout à l'heure, je me l'approprie, et en même temps, il est approprié à moi, à ma situation. Les droits culturels, ça ne relativise pas l'universalité des droits de l'homme, c'est au contraire, ça en augmente, parce que ça permet de prendre ces valeurs universelles et de les faire adhérer au milieu dans lequel nous sommes. Donc ici, si vous prenez les différentes références que nous avons, chacune de ces références est comme une synapse, justement, comme une possibilité de communiquer avec d'autres par des œuvres, nous l'avons vu. Et maintenant, je me pose la question, avec la marionnette d'hier, mais avec n'importe quelle œuvre, qu'est-ce qui fait qu'une œuvre a plus ou moins de valeur culturelle? Si je ne veux plus dire qu'il y a d'un côté les biens culturels et d'autre côté, ce qu'on a dit beaucoup à l'UNESCO et ailleurs, des biens comme les autres. Et on a dit que les biens culturels ne sont pas des marchandises comme les autres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les autres sont des biens neutres? On l'a vu hier. La cuisine, c'est un bien culturel, mais plus ou moins. Alors, qu'est-ce qui peut faire le plus ou moins? L'hypothèse est la suivante. Si, au niveau de l'identité, nous avons ces dialectiques, ces 5 dialectiques, peut-être que vous en trouverez une 6e, peu importe. Notre problème constamment, c'est d'expérimenter notre liberté entre ces dialectiques. Or, une œuvre culturelle ou la valeur culturelle d'une œuvre porteuse d'identité, de valeur et de sens, elle va me présenter un modèle de dialectique. Je prends l'exemple le plus facile, qui est l'exemple de l'habitation. L'habitation qu'on peut trouver aux 3 niveaux, le meuble, l'armoire, le secrétaire, la boîte, l'immeuble, la maison dans laquelle on habite, et la ville, le quartier. Aux 3 niveaux, qu'est-ce que va être l'armoire, par exemple? Gaston Bachelard, philosophe de la rêverie que j'évoquais hier, on le lit beaucoup ici, Rosé. Ouais. Une fois qu'on a lu Bachelard, on n'est plus pareil. Voilà. C'est un maître en sensibilité. Alors, il a dans son livre sur la dialectique de l'espace des pages magnifiques sur cela. Quand vous avez une boîte, qu'est-ce que vous faites? Vous avez envie de l'ouvrir. Et quand elle est ouverte, vous voulez la refermer. Donc, vous avez là un modèle ouvert, fermé. Refuge, ouverture. Même chose si vous avez une armoire dans laquelle vous allez chez des amis, ils ont une belle armoire. Vous avez envie de l'ouvrir. Vous n'osez pas, mais si on vous dit, tiens, regarde mon armoire. Et à ce moment-là, dedans, les choses peuvent être comme on faisait autrefois. Il y avait les piles de draps avec de la lavande, avec des parfums. Il pouvait y avoir les pots de confiture, peu importe quoi. Et c'était un lieu d'intimité dans la maison. Et donc l'armoire, on ne la laissait pas non plus ouverte comme ça. Ce ne serait pas possible parce qu'elle perdrait son âme. Et donc la maison, c'est pareil. Elle a ses ouvertures, ses fermetures. Elle a ses jeux de lumière entre clarté et ombre. Elle a ses jeux de rugosité sur les matériaux utilisés, entre le dur et le mou. Et nous sommes toujours entre le dur et le mou. Quand vous voyez un arbre, vous avez envie de le toucher, n'est-ce pas, pour tester sa rugosité. Et c'est la rugosité de l'écorce qui vous apprend votre main. N'est-ce pas? Et pas seulement votre main, parce qu'en touchant la main, il y a tout un arc intentionnel qui vous fait vibrer. Alors, la maison, qu'est-ce que c'est? La boîte, l'armoire, ou la ville, qui a aussi cette intimité ou ces grands espaces ouverture, Bachelard nous dit ce sont des objets sujets, des modèles d'intimité, des modèles d'habitation. Un homme pauvre a souvent que des objets pauvres dans les mains.
l'aspect de ce matérialisme que j'évoquais hier, c'est véritablement cet amour des matières qui est important parce que nous sommes matière. Et nous ne pouvons vivre notre corporéité que en touchant les pierres, hein, en touchant le sable, en touchant le bois, en touchant l'eau, etc. Et donc ce sont ces éléments qui font que la valeur culturelle d'un objet, est-ce que ce n'est pas cette présentation des dialectiques? Le feu, à la fois lumière, chaleur, et en même temps danger, passion, brûlure. Est-ce que ce n'est pas cela qu'on va trouver, tous ces contrastes, dans un objet culturel, que ce soit un tableau, un livre, ou également un paysage qui a été travaillé longtemps par la main de l'homme? Les correspondances. Nous sommes complètement avec Baudelaire. Nous sommes dans le sonnet des correspondances. Pourquoi? Parce que chaque chose se répond. Il y a une correspondance de moi aux choses médiates des autres. Il y a aussi une correspondance entre ces différentes références. Et je vais trouver ici des correspondances où les parfums et les sons se répondent. Alors, est-ce que ce n'est pas cela qui nous intéresse? Un rapport d'intimité entre le cœur de l'identité d'un homme, d'un être humain, on ne peut pas dire le cœur de l'identité d'une chose, mais on peut dire ces contrastes dans la matérialité, dans la sensibilité d'une chose, hein, telle qu'on l'aperçoit. Vous avez par exemple les gens qui restaurent des vieux bâtiments, des vieilles maisons. Voilà. Vous avez l'ouvrier qui va retrouver la marque de la main de quelqu'un qui avait fabriqué cette maison il y a 2 ou 3 siècles auparavant. Il a une émotion forte, n'est-ce pas? Parce qu'il va mettre la main sur la même pierre ou sur la même brique ou dans le même plâtre, n'est-ce pas, que l'autre, son collègue qui avait il y a 300 ans. Et il va faire ce lien de fraternité grâce au plâtre ou au ciment ou tout ce que vous voulez. Et on a là, ici, cette idée. C'est ça, cette culture. La culture, c'est quoi? C'est comme une rivière qui file, une eau qui passe un peu partout et qui nous permet de communiquer. D'où cette notion, le rapport entre libération et admiration. On voit la libération surtout comme une lutte de revendication, ce qu'elle est aussi, mais pour pouvoir avoir la force de résistance et la force de libération, encore faut-il avoir fait l'expérience de l'admiration. Donc l'effet de levier, je vous l'ai indiqué hier, et c'est donc cela qu'on va aborder maintenant. Dans cette deuxième partie pour aujourd'hui, celle-ci, c'est une statue du Burkina Faso, toujours le couple avec le livre au milieu, pour la reprendre de cette façon-là. Droit culturel et création sociale et culturelle. C'est extrêmement important. Nous avons évoqué hier que toute plainte sociale était une plainte culturelle, ce qui veut dire que concrètement, que les travailleurs sociaux ont besoin d'avoir une formation culturelle et d'intégrer la dimension culturelle dans leur travail social. Mais ça veut dire aussi que tous les travailleurs culturels, si vous me passez l'expression, les gestionnaires de culture, les responsables de politique culturelle, ont une énorme responsabilité sociale. Voilà. Et que la réflexion culturelle doit répondre à cette immense demande de culture dont une partie seulement est exprimée. Et l'autre partie, il faudra aller la chercher. Il faudra aller la gagner. Je vous disais hier avec l'homme de théâtre et l'expérience du théâtre et du public, vous vous souvenez, que lorsque on a comme ça une activité comme en ce moment, dans la mesure où ce que l'on fait est authentique, fonctionne, dans la mesure où effectivement nous touchons à quelque chose de l'essentiel du sujet, cette intime universalité, eh bien, nous sommes publics. Autrement dit, un acteur culturel est un acteur qui crée du public. Autrement dit encore, c'est un acteur politique en démocratie. Le public, c'est donc une interaction qui se fait, n'est-ce pas,
un peuple souverain. C'est cela que ça signifie. Alors je vais essayer de chercher cela en indiquant, ça c'est la même artiste que tout à l'heure la femme à l'enfant, qui est une artiste fribourgeoise. Petite sculpture haute comme ça. Personne, œuvre, société. Je vais faire en 3 points. Les personnes au centre des connexions. Nous sommes complètement en logique systémique. Hier, je vous ai montré un petit peu la BDH. Vous avez le document en portugais, qui est un des documents de synthèse que vous trouvez sur notre site. Et je rappelle simplement ici ce point qui est tout à fait essentiel. Dans une approche fondée sur les besoins, on essaye de répondre à des manques. Dans une approche fondée sur les droits humains, on développe des capacités. Dans cette approche ici, on lutte contre la pauvreté, on lutte contre la violence. Dans cette approche-là, on lutte pour la richesse, on lutte pour la paix. Quand j'ai dit hier, pourquoi est-ce qu'on ne voit pas assez la pauvreté culturelle? Je peux dire l'inverse, c'est vrai aussi. Pourquoi parle-t-on pas assez de richesse? Dès qu'on parle de richesse, tout le monde aussitôt pense à cela. Et quand il y avait la rédaction de la Déclaration universelle de l'UNESCO sur la diversité culturelle, j'avais essayé de proposer, la diversité culturelle, c'est très bien, mais ce n'est pas le but en soi. Le but, c'est que tout ça, ça connecte et que ça soit la richesse culturelle. Mais ça n'a pas été accepté parce que le mot richesse est trop connoté. Quelle bêtise! Alors si on dit richesse humaine, ça fait plus joli, ça fait plus humain. Mais il faut bien comprendre ce que c'est que ce développement des capacités. Donc une approche personnaliste et une approche systémique. L'approche personnaliste, non pas simplement, ça veut dire les personnes, je ne mets pas l'individu, parce que l'individu, c'est encore une abstraction. Ce qui existe, vous et moi, nous sommes toujours avec d'autres, en face d'autres, contre, d'accord ou pas d'accord, mais nous sommes multiples. Les personnes, et il n'y a rien au-dessus des personnes. Et aussi, l'approche qui nous paraît importante dans notre groupe, ce n'est pas simplement d'avoir une approche privée-publique, mais d'avoir une approche tripartite. Une approche tripartite où nous sommes tous citoyens, et donc je vous disais hier, nous portons l'État, nous faisons partie de cette communauté de citoyens qui est un État, que ce soit au niveau d'une commune, d'un État fédéré ou d'un État fédéral, voire même d'une communauté plus grande au niveau international. C'est donc notre qualité de citoyen. Nous sommes tous aussi des acteurs privés, ne serait-ce que quand nous allons acheter quelque chose. Alors nous sommes acteurs privés quand nous contractons une assurance, etc., etc. Et dans ce sens-là, nous avons une responsabilité tout à fait importante au niveau économique, puisque les entreprises sont faites pour leurs clients, en principe. Et donc, c'est aux clients de développer cette responsabilité pour les entreprises. Et puis, bien entendu, nous sommes aussi tous dans des acteurs non-profit, donc des acteurs associatifs. Alors, la différence entre les trois est importante parce que l'acteur public, il a la responsabilité de la globalité des droits humains, tu vois, la chose publique, la res publica, la globalité des droits humains. Mais c'est assez lourd. Quand je dis l'acteur public, ce n'est pas seulement l'État, c'est nous, en tant qu'acteurs publics. L'acteur privé, il n'a pas cette responsabilité, mais il a une capacité d'initiative très grande. Mais normalement, il est responsable par rapport à l'acteur public. L'acteur civil a plus ou moins la même capacité en principe. Il n'a pas forcément autant de moyens, mais il a la même capacité d'initiative que l'acteur privé, et il a l'avantage de pouvoir, si légitime, prendre un certain nombre de droits humains en charge, comme si vous faites une association pour le droit à l'alimentation, pour le droit des enfants, pour le droit à l'environnement ou à la santé. Et donc cette approche, elle est importante parce que dès qu'on a un problème de droits de l'homme, qu'est-ce qu'il soit, vous avez des acteurs qui peuvent avoir ces trois natures. Donc notre problème maintenant stratégique, c'est bien, vous l'avez compris, celui des connexions et celui de la connectivité, comme on dira dans la logique des réseaux ou la logique systémique. Plus vous êtes cultivé,
plus vous êtes, excusez-moi, c'est pas très joli, mais connecté ou connectable, en faisant bien attention, puisqu'il y a des gens qui peuvent être hyper connectés, et alors à ce moment-là, il y a tellement de bruit dans leur tête. C'est le cas, vous savez, de l'autisme. L'autisme, on a fait des découvertes considérables aujourd'hui là-dessus. Avant, on croyait qu'un enfant autiste était quelqu'un qui était un peu idiot. On avait bien vu qu'ils étaient super doués dans les chiffres, dans la mémoire, etc. Maintenant, on sait que, tout au moins pour une partie de ce symptôme-là, eh bien, l'enfant autiste n'a pas fait le tri neuronal. Ça veut dire qu'il a trop de connexions. Et donc, à ce moment-là, s'il y a du bruit quelque part, ça le prend comme ça. Ouais. Et quand l'enfant grandit, normalement, il doit éliminer. N'est-ce pas ? Je disais tout à l'heure, la nature, c'est une explosion permanente, mais il faut tuer tout le temps dans la vie. N'est-ce pas ? Dans son cerveau, il faut tuer aussi. Voilà. C'est un peu rude, hein, mais c'est ça, la loi de la vie. Il faut tuer dans son cerveau pour pouvoir favoriser les bonnes connexions. La même chose dans l'agriculture. Une agriculture, même biologique, très respectueuse de son environnement, évidemment, elle doit arracher, elle doit couper, elle doit tailler pour pouvoir favoriser, évidemment, un certain nombre de plantes, hein, d'éléments et d'animaux. Alors, ce qui nous intéresse donc, c'est bien ce type de connexion, les connexions adéquates, qui doivent être très riches, hein, mais en même temps, évidemment, maîtrisées. Si vous avez ce qu'on appelle une surinformation ou un désordre informationnel, quand on dit on est trop informé, c'est pas vrai, n'est-ce pas ? On est mal informé. Alors, la surinformation dans ce sens-là, ça veut dire du désordre. Voilà. L'information adéquate va être beaucoup de connexions, mais évidemment qu'il s'agit de maîtriser. Alors, donc, ça, c'est l'élément principal. Les droits des personnes et l'équilibre des systèmes, nous l'avons indiqué. Alors, si je développe maintenant juste pour être un petit peu plus concret, le champ du culturel sous une façon de le présenter. Il y en a beaucoup d'autres. Hein. On pourrait le prendre en 3 pôles. Ce qui est spécifique au culturel est ce que l'on trouve dans les autres domaines. Par exemple, domaine économique, domaine social. Ce qui est spécifique au culturel, c'est l'identité. Et à ce moment-là, nous voyons les grandes éthiques, les façons de concevoir le monde, y compris religieux, de concevoir les modes de vie. Et donc, c'est valeurs fondamentales qu'on va chercher de façon la plus concrète, aussi bien dans la cuisine que dans la façon de vivre la vie de famille, par exemple, d'habiter dans un village, etc. Puis, vous avez et ces choses-là sont inscrites explicitement, normalement, dans les constitutions des États, n'est-ce pas ? Puisqu'on définit des valeurs. L'idée même de valeurs démocratiques, de droits de l'homme, va bien entendu se trouver ici. Mais la conception que l'on a de ces valeurs, la conception qu'on a de la société et aussi de la chose politique. La communication, qu'on va trouver partout, puisque vous trouvez évidemment aussi des logiques de communication dans le domaine économique, dans le domaine social, mais ici avec ces 3 droits fondamentaux qui sont en boucle tout le temps, formation, information, patrimoine. Vous avez le droit à une formation adéquate, donc le droit à l'éducation, et le droit à la formation vous permet, tout au long de la vie, de continuer ou de vous informer et d'informer. Et le droit à une information adéquate, tout au long de la vie, vous permet de continuer à vous former. Oui. Donc ces 2 droits sont des frères jumeaux, ces 2 libertés sont des sœurs jumelles. Et quand vous formez, vous informez, qu'est-ce que vous transmettez ? Vous transmettez des disciplines culturelles. Vous transmettez de la langue, vous transmettez des connaissances artistiques, des connaissances techniques, professionnelles, etc. Et puis, ce qui apparaît comme les branches de l'arbre de la culture, hein, ce qui apparaît comme créativité, où évidemment on met en priorité les arts, mais je prends ici les arts au sens ancien, c'est-à-dire dans toute leur panoplie, hein, aussi bien les beaux-arts que l'artisanat ou les artisanats, je pourrais mettre aussi au pluriel, que les sports et les langues qui sont évidemment très forts ici, mais qu'on va mettre aussi comme activité évidemment créatrice. Et puis les sciences,
les sciences et autres formes de savoir traditionnels, sciences au sens large, puisque dans les sciences, il y a de la création, il y a l'apprentissage immédiat de l'admiration. Je n'ai pas mis les jeux, je dois encore les ajouter là-dedans, parce qu'il y a des jeux, c'est encore toute une approche différente. Et vous avez, par exemple, dans la région de Bretagne, en France, vous avez toute une association qui va rechercher les jeux populaires, oui, et qui va les valoriser. Et à ce moment-là, en allant chercher les jeux populaires, vous avez des jeux qui sont simples, qui sont en général pas très coûteux, hein, ce n'est pas tous les machins électroniques qu'on a maintenant, très sophistiqués. Et à ce moment-là, vous avez aussi de l'intergénérationnel très vite, parce que vous avez des vieux qui connaissent encore ces jeux, et vous avez des fêtes de village, et ça c'est quelque chose qui est très fort pour l'identité. La prochaine étape, ils vont faire ces jeux dans les campings pour montrer ici, une façon très concrète, de voir le droit de chacun de participer à la vie culturelle. Donc ici, vous avez le champ large, si vous voulez, du culturel, le champ large, mais que je dirais encore au sens propre. Ouais. Pas simplement les beaux-arts et les patrimoines, mais les sciences sont tout aussi bien au cœur du culturel que les arts. On n'avait pas cette impression-là, parce qu'on pensait que la science était purement rationnelle. Et qu'on avait d'un côté la raison et de l'autre côté la sensibilité. Mais ça, c'est vraiment bête. Si on a d'un côté la raison et de l'autre côté de la sensibilité, on est mal. Pour la création, oui, nous avons besoin, je le disais, que nos sens soient intelligents, nous avons besoin que notre raison soit sensible. Et puis voilà. Et on le voit très bien quand on essaye de communiquer avec son enfant, avec son ami, n'est-ce pas ? Vous avez besoin d'intelligence, vous avez besoin d'une intelligence sensible. Voilà. Donc les politiques qui correspondent à cela, évidemment, sont à déployer. Et vous voyez tout de suite que l'intérêt, ce n'est pas simplement d'avoir le ministère des Beaux-Arts, le ministère de l'Artisanat, le ministère des Sports, les langues, je ne sais pas si ça existe, ou évidemment des sciences, avoir le ministère de l'Information, le ministère de l'Éducation, des patrimoines. Bien sûr qu'on est bien obligé dans une administration, mais ce qui compte, vous le voyez bien, c'est que ces éléments soient intégrés. Ici, donc, ça, notre objectif. Mais en plus, il s'agit d'aller chercher les dimensions culturelles des autres politiques. Puisque vous ne pouvez pas avoir le droit de participer à la vie culturelle si les personnes, les groupes, les familles, n'ont pas une appropriation de leur paysage, n'ont pas une appropriation de leur environnement. Appropriation dans tous les sens du terme, c'est le tri des déchets, c'est une logique de mobilité durable, c'est évidemment l'entretien de paysages. C'est un ensemble très concret et surtout une connaissance de cette biologie environnementale. Et donc une gouvernance démocratique, je la mettrai à droite, n'est-ce pas ? Eh bien, une gouvernance qui intègre ces domaines. Alors, deuxième point, le croisement des savoirs, 6 principes de connexion. Je vous développe ici des indicateurs. 6 types d'indicateurs qui devraient être hyper concrets et qui ont cette originalité que dans les indicateurs qui existent, quand vous avez par exemple des observatoires de la politique culturelle, qu'est-ce qu'on va examiner ? On va examiner combien il y a d'entrées au cinéma, combien d'entrées dans les bibliothèques, etc. Donc on a des indicateurs de résultats. On peut aussi compter évidemment combien il existe de bibliothèques, de cinémas, etc. Et c'est important. En Tunisie, on a vu, il y a une ville de 100 000 habitants, vous n'avez pas un seul cinéma. Hein ? C'est quand même un symptôme important. Et on va se poser la question, pourquoi ? Ouais. On peut imaginer que s'il n'y a pas une entreprise qui veut installer une salle de cinéma aujourd'hui, ce sera assez vite rentabilisé. Bon, il y avait des raisons politiques en même temps que d'autres, bien entendu. Donc ça, c'est important, mais ce n'est pas suffisant. Au Burkina Faso, on a travaillé 4 ans sur les indicateurs de droit à l'éducation de base. On voyait qu'on mettait plus d'argent dans le système, on créait des nouvelles écoles, mais on avait toujours 75% d'analphabètes. Pourquoi ? C'est qu'il y a des choses, des connexions qu'on n'a pas vues. Alors, ce qui nous intéresse, c'est donc pas simplement d'avoir des indicateurs linéaires. Est-ce que le processus existe ? Est-ce qu'il est alimenté par du budget, par des institutions, par des ressources humaines ? Et est-ce qu'on a des résultats ?
Ça, c'est des indicateurs qui vont pour une production industrielle. Hein? C'est des indicateurs qui valent pour analyser une chaîne de gouvernement, pour savoir s'il y a une cohérence dans les lois. Mais on voit que ça ne suffit pas. Nous avons besoin d'indicateurs de gouvernance, d'indicateurs de système, de voir si une école est vivante, eh bien, il faut qu'elle soit reliée au théâtre, à la bibliothèque, à une maison des jeunes et de la culture, à un site patrimonial, etc. Donc, ce qui va nous intéresser, nous, ce n'est pas la linéarité, ce sont les croisements. Alors, nous proposons ici 6 types d'indicateurs, 6 connexions, 6 types d'interactions que je vais développer un moment. C'est une simple proposition que l'on fait pour l'instant dans 5 sites d'observation principaux en France, avec des projets dans d'autres pays, y compris en Suisse et en Belgique et en Tunisie, et sur lesquels je souhaiterais par la suite avoir aussi vos réactions. En France, on est au niveau de 4 départements français, département du Nord, département de la Gironde, ville de Bordeaux, ce qui est autour, département de l'Ardèche, qui est tout petit, il n'y a pas de ville, il n'y a pas de train. Bon, ici, c'est moins étonnant, mais en France, c'est plus étonnant. Et Belfort, qui est aussi une petite ville du côté assez proche de la Suisse. Donc, des grands départements très urbains, comme le Nord, et puis des départements de campagne. Et puis, on a aussi un groupe de travail sur l'agglomération lyonnaise, donc Lyon et ce qui est autour. Et donc, on développe, on essaye de tester ces indicateurs en les cherchant très concrètement. Le premier, c'est donc l'interdiscipline. Je mets à chaque fois un S entre parenthèses. Pourquoi? Parce que vous avez, comme dans notre dialectique identitaire, le 1 et le multiple. Et on est entre les deux. Hein? C'est-à-dire que les disciplines culturelles, à la fois se mélangent, produisent quelque chose de nouveau, mais en même temps, ce n'est pas la bouillabaisse, hein, ce n'est pas la confusion. Donc, en même temps, elles restent distinctes. Et donc, les disciplines se répondent et se fécondent mutuellement. Et c'est assez connu. Hein. Si vous voulez, voilà, quelqu'un qui aime la peinture va davantage être ouvert à la poésie ou à la musique parce qu'il a une porte d'entrée. Et vous avez maintenant beaucoup d'activités où on va mettre en regard, hein, par exemple, photographie et peinture. Voilà. Je connais une peintre qui peint à partir de photographies. Elle ramasse un tas de photos partout, dans les journaux, dans les revues, et puis petit à petit, comme ça, elle se meuble son regard sur les thématiques qui l'intéressent, qui se progressivement fécondent son corps, sa personne, et elle commence à peindre. Vous voyez ? Alors, quel rapport il y a entre la photographie et la peinture? C'est à la fois, évidemment, de comprendre son travail, et c'est très intéressant quand elle le présente en discussion avec un photographe. Et alors, à ce moment-là, on voit le travail de l'œil, le travail de la main, le travail sur les couleurs, etc. Et on a absolument besoin de comprendre ça. Si vous avez vu ce grand film sur le peintre flamand, maintenant, des frères Bruegel. Et le film qui présente le tableau de Bruegel, vous avez le moulin et la croix. C'est passé ici, vous avez vu ça? C'est un film absolument fabuleux, fait par un Polonais dont j'ai oublié le nom. Vous avez un grand tableau à Bruegel avec plusieurs centaines de petits personnages dans tous les sens. Et puis vous avez en haut le moulin, puis vous avez une crucifixion du Christ. Mais en même temps, vous avez des gamins qui se jouent, vous avez des gens qui font du commerce, vous avez des soldats espagnols qui, à ce moment-là, occupaient Flandre, et avec grande cruauté, et vous avez des gens qui sont pendus au gibet sur la roue en même temps. Et vous avez tout ce grand bazar, n'est-ce pas, du moulin de la vie qui tourne, et en même temps, des gens qui sont écartelés par la vie, d'autres qui jouent, qui font l'amour, qui se développent.
Et Bruegel, alors ce film montre un lien entre l'image où il prend évidemment des extraits du tableau et puis des personnages vivants, donc on joue entre la peinture et le cinéma, et en même temps avec une grande analyse d'histoire de l'art sur un gros ouvrage qui a été fait là-dessus, évidemment dont j'ai oublié le titre, et il montre que Bruegel voulait arrêter la vie dans un tableau. Oui. Dans un tableau, pouvoir tout concentrer, pouvoir présenter ça. Et si on arrive à faire ça, alors on arrive à avoir une intuition beaucoup plus profonde des choses. Alors on a besoin de cette interdiscipline pour montrer la spécificité de chaque discipline culturelle. À ce moment-là, la palette de communication et donc la visibilité et l'attractivité sont aussi plus grandes. Cette interaction permet une richesse de correspondance entre acteurs et public, puisque le public est davantage sollicité par une multiple invitation. Et nous sommes capables de faire une multiple invitation. Le problème, évidemment, des activités culturelles, qui est aussi le problème de l'économie de la culture, c'est que beaucoup de gens, parce qu'ils sont ignorants, parce qu'ils ne sont jamais allés au théâtre, par exemple, n'en ont pas le désir. Et donc, comment susciter ce qu'on appelle l'appétence, c'est-à-dire le développement du désir? Alors, si on dit simplement « tiens, venez au théâtre », ça ne suffit pas, donc il faut trouver une multiple invitation. Et donc, on va travailler là-dessus. Vous avez ici cet aspect interdiscipline dans la multiple invitation. Un groupe de toxicomanes à Fribourg, chez nous, a constitué un chœur et un chœur de chant grégorien, ce qui n'est pas le plus facile. Et ils écrivent ceci sur la pochette de ce disque. Être juste de voix, c'est être juste de parole. Il y a un lien intime entre le chant et la parole, car toute parole chante. On aurait pu dire « ah, c'est bien, ces toxicomanes, ils vont faire un groupe, ça va leur donner du plaisir, de la joie d'être ensemble, aussi une certaine discipline, si bien pour l'intégration sociale, la culture comme intégration sociale. » Et on fait comme ça de l'art-thérapie en pensant qu'on va utiliser la culture pour cette libération psychique ou qu'on va utiliser des activités culturelles pour l'intégration. C'est pas faux, on utilise. On s'utilise mutuellement. C'est bien d'être utilitariste dans ce sens-là. On a tous besoin d'être utiles les uns aux autres. Et on ne peut pas dire qu'une discipline culturelle ne soit pas utile, c'est le contraire. Ouais, mais ce n'est pas le but. Le but, c'est vraiment la jouissance esthétique. Et la jouissance esthétique, ça veut dire quoi ici? C'est quelqu'un, quand il apprend ce chant, c'est-à-dire toute cette gestuelle du corps, qui est inséparable de tous ses sens et de l'intelligence des mots. Donc il fait là cette expérience d'une correspondance où, si vous voulez, il y a une synergie. Synergie comme si vous avez une attractivité, n'est-ce pas? Comme quand vous tombez amoureux, vous avez une dynamique et tous vos sens sont pris dans un même sillage. Voilà. Ça veut dire qu'à ce moment-là, tous vos sens prennent du sens et délivrent du sens. Quand on dit qu'on parle ou qu'on chante par tous les pores de sa peau, c'est un peu ça que ça veut dire. Et donc l'expérience esthétique, ce n'est pas simplement « ah, l'extase », on disait hier, c'est véritablement où tout parle, où tout chante, où tout regarde. Mon corps, quand je regarde quelqu'un, le corps qui est regardé est en même temps un corps qui regarde, même si vous avez les yeux fermés. Donc, dans tout l'être humain, la magie du corps humain, c'est bien que ce n'est pas simplement un corps qui est là posé, mais c'est un corps qui est regardant, n'est-ce pas? Qui est en attente d'être regardé, qui est en attente d'être touché, qui est en attente d'être entendu, etc. Et donc, ici, l'expérience esthétique, c'est encore pas simplement « ah, ça fait plaisir, ça fait du bien, etc. » Il y a des niveaux, bien entendu. Il faut passer par les différents niveaux. Mais lorsqu'elle est véritablement bouleversante, lorsqu'elle est véritablement signifiante, lorsqu'elle est véritablement libérante,
alors c'est précisément qu'elle nous permet de vivre une unité qui est éblouissante, qui est étonnante. C'est ça, un droit culturel. C'est le droit à faire cette expérience qui nous rend véritablement la conscience d'être humain, c'est-à-dire la conscience d'être aimé, d'admirer et d'être admiré. Alors la même chose, je vais donner l'exemple, dans un hôpital psychiatrique en Belgique, vous avez un service, et ça se fait dans plusieurs hôpitaux, un service culturel qui est mis au même niveau que les services médicaux. Il est dirigé par un metteur en scène et j'y suis allé, il y a un certain nombre d'ateliers qui sont faits, pas simplement encore art-thérapie, puisque c'est des ateliers qui vont mettre de la vie dans l'hôpital, auxquels participe aussi le personnel soignant, au même titre, volontairement bien entendu, au même titre que les patients. Et alors il y a par exemple un atelier d'écriture, et dans l'atelier d'écriture, vous avez la page blanche. Et c'est embêtant, la page blanche. Hein? Comment on va faire avec la page blanche? Et alors, le fait que des gens vont choisir l'écriture, parce qu'ils savent qu'ils ont envie de s'exprimer, ils ne savent pas bien, donc ils vont profiter de cet atelier pour pouvoir ensemble franchir ce stress. Mais ce stress, il est culturel, il est normal. Parce qu'on a tous envie de sortir de la médiocrité. Ça veut dire sortir de la médiocrité, ça veut dire quoi? Ça veut dire la regarder en face. Hein? Quand vous écrivez, vous dites, mon Dieu, c'est idiot ce que j'écris. Et donc, il faut avoir le courage de la médiocrité pour pouvoir en sortir. À condition d'avoir cette discipline culturelle qui fait que maintenant, je fais mon brouillon et après, je vais pouvoir travailler dessus, me faire aider, me faire lire, travailler dessus. Et donc ici, vous avez quelqu'un qui a son stress pathologique, qui fait partie de sa maladie, et qui va découvrir un stress libérateur. Le premier stress est sans issue, le second offre une issue. Et là, vous avez ce lien intime et étroit entre libération spirituelle et libération psychique. Même chose quand lui, il est metteur en scène, et puis vous avez des gens qui, à l'hôpital psychiatrique, découvrent le théâtre dans cet atelier. Eh bien, ça continue, une fois qu'il sort de l'hôpital, il est chargé d'aller trouver une troupe de théâtre qui puisse être adéquate, accessible pour cette personne-là, et pour qu'il puisse continuer ainsi son chemin d'identification. Le deuxième. Je change ici, j'ai mis interpublic, j'avais mis aussi avec un S entre parenthèses, mais ça me chiffonne. Et je ne suis pas encore au point. Pourquoi? Parce que je ne veux plus parler des publics spécifiques, des publics cibles, des publics empêchés, des publics d'handicapés, des publics de marginaux, des publics de... etc., etc. Parce que quand on fait ça, qu'est-ce qu'on fait? On contribue à la discrimination. Et donc nous l'avons vu au contraire, ce qui est intéressant, c'est d'avoir de la diversité publique. Ce qui n'empêche pas qu'on peut avoir un public plus spécialisé si on a telle ou telle activité qui demande, disons, une initiation plus forte ou une activité qui est bien en prise avec un domaine ou un milieu particulier. Alors, ici, l'excellence culturelle tend à une excellence sociale. Parce que si effectivement nous pouvons faire l'expérience d'être public, être public, ça veut dire qu'on n'est plus des consommateurs. Nous avons la notion de consommer des biens culturels, ça nous fait mal aux oreilles, n'est-ce pas? Dans l'économie de la culture, vous avez des néolibéraux qui vont utiliser cette expression-là. Mais non, nous sommes, je dirais quoi, des usagers, c'est pas bon non plus. Vous avez les usagers d'un dispositif. Alors après, ils sont usés, n'est-ce pas? On peut être usager des toilettes, mais on ne peut pas être usager d'une administration ou d'un théâtre ou d'un musée. Alors là, on peut être visiteur, hein, on peut être habitant. Il faut chercher d'autres mots. En tout cas, c'est l'acte de s'approprier. Hein. C'est ça qui fait la consommation, si vous voulez, culturelle dans ce sens-là. Et consommation n'est pas bon non plus, parce que quand on dit consommer, ça veut dire qu'on détruit le bien. Tandis que là, au contraire, si vous avez été bouleversé par un film, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez vous-même inviter d'autres personnes pour aller voir ce film. Donc un bien culturel ne se consomme pas, un bien culturel s'approprie et se répand. Hein? C'est la grande différence pour l'économie de la culture par rapport à l'économie qui ne s'occupe pas beaucoup de culture. L'hypothèse étant que de travailler beaucoup sur l'économie de la culture, ça nous donne
une autre culture de l'économie. J'y reviendrai. Donc l'interdiscipline offre ici une palette de communication et donc une visibilité, nous l'avons vu. Cette interaction permet une richesse des correspondances entre acteurs et publics. Ce qui faisait tout à l'heure, dans l'exemple que je vous proposais du théâtre, et de l'homme de théâtre et de la troupe, n'est-ce pas ? Pourquoi ça peut fonctionner ? Parce que précisément, ils vont parler avec leur corps, ils vont parler avec leur bouche, ils vont parler avec les costumes, ils vont parler avec l'occupation de la scène, ils vont faire vivre cet espace-là, ils vont faire vibrer les mémoires du coin. Et donc à ce moment, la personne devient publique. Pourquoi ? Parce qu'elle sent que tout son corps répond, que tout son être répond, que sa mémoire est revisitée par cette pièce de théâtre, par ces gens qui nous font ce cadeau magnifique pendant une soirée d'y mettre tout leur être, n'est-ce pas ? Et de s'engager et d'avoir le trac et de faire un acte public. C'est beau l'acte public dans ce sens-là. Emmanuel Kant, le philosophe, faisait la distinction entre l'usage privé de la raison et l'usage public. L'usage privé, vous allez au supermarché, vous achetez quelque chose, c'est directement privé. Tandis que l'usage public, c'est si maintenant nous parlons, eh bien à ce moment-là, quelqu'un va s'exprimer, je m'exprime, et on s'exprime au titre tout à fait personnel, si c'est intéressant, c'est pas simplement des choses déjà entendues. Donc on s'exprime de façon tout à fait personnelle, mais qu'on veut partager. Et donc là, le public, ça veut dire ce qui est ouvert ici. Alors, l'excellence ici n'est pas prise au sens de l'académisme, on l'a vu déjà hier, mais de sortie de l'ombre. Je prends un autre exemple dans la région lyonnaise. Vous avez un groupe de femmes émigrées qui sont là et qui font un atelier dans une association qui s'appelle Conciliabule. Et un atelier où ils font différentes activités plastiques. Voilà. Et là, une de ces activités a consisté à prendre des chaises en plastique qu'on vend, n'est-ce pas, à bon marché, qu'on trouve, et de les travailler, de les décorer, etc., de les transformer complètement. Alors, elles trouvent un grand plaisir à faire ça, à rire ensemble, à se raconter leurs histoires, etc. Mais ça ne s'arrête pas là, n'est-ce pas ? Ensuite, elles vont prendre leurs chaises, chacune, toutes, et elles vont à la place Bellecour, qui est la place centrale de la ville de Lyon, et ils présentent leurs chaises au public. Alors, du point de vue d'un historien de l'art, c'est peut-être pas très intéressant, ça va ressembler à du bricolage, mais c'est vraiment une excellence esthétique et une excellence sociale. Oui. Pourquoi ? Parce qu'à ce moment-là, elles font ce travail de la sortie de l'ombre, n'est-ce pas ? Mais pour ce faire, il aura fallu une communauté de création. Où elles ont pu faire cette expérience de la réciprocité et qui leur permettra après d'aller oser montrer leur histoire sous la forme symbolique d'une chaise posée au milieu de la cité. Alors on a beaucoup d'exemples de ce type. Donc il ne s'agit pas tant de fabriquer des programmes pour des publics cibles, voire pour des publics marginaux, que d'inviter ces publics à des activités générales de rencontre. Là aussi, on inverse la chose. Il faut faire et refaire l'éloge du grand public. On a besoin de ces rencontres diverses. Alors ensuite, l'interlieu, plus concret. Toute activité culturelle et rencontre, chaque lieu mérite d'être habité, chaque lieu peut être une invitation. Alors, l'exemple classique, le musée, c'est un lieu d'habitation, c'est une maison, on y entre, on y va. Mais évidemment qu'il y a des gens qui ne vont jamais mettre les pieds dans le musée, à commencer par les habitants de la ville où le musée se trouve. C'est plutôt les touristes. Et le problème, il est parti, on va lui redemander tout à l'heure, le problème évidemment du directeur du musée, c'est de faire que son musée soit utile et que les gens l'aiment et l'habitent, et le fassent vivre. Alors il peut faire un certain nombre d'activités, évidemment, à l'intérieur du musée, se comprendre comme acteur culturel. Et vous avez de plus en plus maintenant dans des musées de peinture où on va avoir un atelier pour les enfants qui n'est pas simplement un lieu d'occupation comme ça pour que les parents puissent avoir la paix et visiter les choses, mais qui va être un véritable lieu d'apprentissage, de médiation culturelle et qui non seulement va à l'idée de donner à l'enfant le goût des couleurs et des matériaux et du regard et du dessin, mais en même temps va valoriser le rôle des parents
puisque vous n'avez plus les enfants d'un côté, les parents de l'autre, mais ils vont finalement, de façon différente, mais ils vont travailler dans la même discipline. Et donc, à ce moment-là, la visite du musée va aussi conforter, renforcer cette filiation parents-enfants. Donc ça, on va faire en sorte que la maison du musée soit vivante. Mais bien entendu, ça ne suffit pas. Il faut sortir des murs, comme vous le savez. Et donc, il faut faire les deux éléments. Si je prends l'exemple du rapport entre l'école et le théâtre, c'est la même chose. À la fois, il faut pouvoir... On part de l'idée que tout enfant doit pouvoir comprendre que le théâtre, c'est fabuleux. Ça ne veut pas dire qu'après, il va en faire, n'est-ce pas? Mais il doit pouvoir avoir touché une fois l'idée que l'émotion que le théâtre, c'est fabuleux. Même chose pour la musique, même chose pour la peinture, etc. Je prends maintenant le théâtre. Même chose pour toutes les sciences. Je prends maintenant le théâtre. Alors, pour ce faire, il s'agit, bien entendu, d'inviter des gens de théâtre dans l'école. Et à ce moment-là, on peut monter une petite pièce, faire des choses comme ça. Mais ça ne suffit pas. Il faut aussi que les enfants aillent dans le théâtre, ou le théâtre dans la rue, peu importe. Et donc, on va faire les deux mouvements. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Si cette correspondance est bien travaillée, souvent dans les dispositifs, on ne va pas jusqu'au bout. Pourquoi? Parce qu'on dit oui, c'est vrai, c'est bien qu'il y ait le rapport entre école et théâtre. Et à ce moment-là, les enfants vont aller, ou les adolescents, dans les collèges plus grands ou les lycées, on va leur proposer des sorties théâtrales. Mais là, ils développent, ils déballent leurs bonbons, ils peuvent chahuter. Ça ne les intéresse pas forcément, ça ne suffit pas. Même chose si c'est des gens qui viennent simplement dans l'école. Donc, on est obligé de travailler dans les deux sens. Et quand ça marche, qu'est-ce qui se passe? Non seulement vous avez cette possibilité que des enfants découvrent cela, non seulement vous avez aussi l'autre possibilité, c'est que les acteurs de théâtre ont une utilité et une fonction sociale extrêmement importante. Ils participent à un acte pédagogique et en même temps, évidemment, ils ont un futur public, n'est-ce pas? Un public qui grandit. Mais en plus de cela, le professeur de langue, par exemple, de ce que vous voulez, qui invite les gens de théâtre, il devient meilleur prof. Parce que s'il avait simplement expliqué le théâtre, fait une scénette avec les ados, ben, ça aurait pu être sympa, etc. Mais là, il fait venir quelqu'un qui a une haute valeur, une haute expérience de la gestuelle théâtrale, du texte, de la mise en scène, etc., du montage, de la transpiration pour monter un spectacle. Et à ce moment-là, le prof devient lui-même médiateur. Il n'est pas simplement celui qui va enseigner aux adolescents, aux enfants, cette discipline culturelle, il est le médiateur entre des gens de haute culture et les enfants, n'est-ce pas? Et donc, à ce moment-là, son rôle de prof est bien valorisé, en plus de ça. Vous voyez, donc il ne s'agit pas de dire, bon, on va faire des rencontres, ce n'est pas seulement ça, mais ces rencontres permettent une valorisation mutuelle. Je prends un autre exemple, encore du côté de Lyon. Vous avez un théâtre, deux théâtres. Un théâtre officiel, grand théâtre classique, et qui a le problème de faire en sorte que les gens qui viennent au théâtre sont plutôt des gens bourgeois, que le billet est subventionné par une classe moyenne à pauvre, n'est-ce pas, et que c'est les gens bourgeois qui en profitent. Et que le théâtre n'est pas toujours plein. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Le responsable des publics, ou de la communication publique, prend deux artistes, ils vont à la gare Lapardieu, la gare centrale de Lyon, et pour essayer de faire de l'animation dans le hall de la gare. Flop. Enfin, j'en dis qu'est-ce que c'est que ces hurluberlus. Alors, ça ne marche pas. Or, pendant 2 ans, ce théâtre a été en réfection. On a refait les plâtres, les dorures, hein, théâtre classique. Oui. J'ai posé la question, mais est-ce que vous avez invité les ouvriers pour faire une représentation spécialement pour eux et pour leur famille? Ah non, on n'y avait pas pensé. Or, est-ce que ça n'aurait pas été, comment dire, le b.a.-ba, n'est-ce pas, du respect du droit de chacun de participer à la vie culturelle? En disant, voilà, des gens qui ont mis les mains dans les plâtres, dans les dorures, etc., pour qui le théâtre a été quand même un peu la réflexion, leur œuvre, n'est-ce pas? Eh bien alors, c'est à eux d'en profiter les premiers,
n'est-ce pas? Et de montrer à leur famille, tu vois ce qu'on a fait dans ce théâtre maintenant. Et à ce moment-là, on aurait le public, il était là. Il fallait simplement l'élever dans l'action. Alors un autre théâtre, plus alternatif celui-là, le théâtre du Grabuge. Le théâtre du Grabuge, toujours dans la région de Lyon, on a notre groupe de travail, il a la possibilité, il obtient la possibilité de faire une mise en scène en plein air, à côté du fleuve, dans un site archéologique absolument magnifique. Ils sont très heureux. Ils vont pour commencer à répéter, etc. Mais il y a plein d'adolescents pour qui c'est le terrain de jeu. Roller, etc. On ne peut pas les virer. Hein, c'est pas possible. Bon, alors on négocie, on fait avec, et puis dans la troupe, il y en a 2 ou 3 qui se relayent pour faire des activités avec les ados pendant qu'on fait les répétitions, on monte le spectacle. Très bien, ça se passe bien. Seulement, on arrive bientôt à la représentation, qui va être payante. Donc il faut quand même que les ados ils fassent la place. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien voilà, on prépare une représentation pour tous ces adolescents et leurs familles. Alors non seulement c'est un acte, on dit c'est sympa, c'est ouvert, etc., mais c'est très intelligent. Pourquoi? Parce que les ados, ils ont été témoins du montage de la pièce. Eux qui ont été éjectés de l'école, n'est-ce pas, qui ne savent pas grand-chose, la culture pour eux, c'est vraiment le monde des bourgeois, des riches, etc. Ils ont vu ces gens de haute culture qui se criaient dessus, qui rigolaient, qui se reprenaient constamment, qui étaient en plein brouillon tout le temps, n'est-ce pas, et qui, petit à petit, ont monté quelque chose. Alors, quand la pièce est faite exprès pour eux et pour leur famille, ils peuvent dire à leurs parents, ça s'est passé comme ça. Nous, on a été témoins de la fabrication de la chose. Et sans doute que ce public-là a été un public excellent. Enfin, pourquoi? Parce que justement, il a compris le travail de sortie de l'ombre, de l'excellence d'un texte, d'une gestuelle, d'un spectacle vivant. Et non seulement cela, mais ils ont compris que l'acteur de théâtre, ce n'est pas simplement quelqu'un qui produit un spectacle, mais c'est un répétiteur. Et ça, c'est quand même un travail magnifique. La parole, ça se répète, et ça se répète, et ça se répète. Et donc, il nous montre la responsabilité sociale, ici, de l'artiste, du théâtre, n'est-ce pas, qui est de répéter, n'est-ce pas? Et donc, effectivement, on va répéter longuement pour trouver la parole juste, avec sa sonorité juste, dans un espace juste, en interaction avec d'autres paroles justes, avec une gestuelle juste. Alors, vous voyez, on est loin d'aller simplement faire une représentation pour un public empêché, pour un public pauvre, etc. Non, on va valoriser un travail et on va les associer à un travail pour les faire publics, n'est-ce pas? Pour les amener à être publics et pas simplement pour leur dire venez et installez-vous sur les chaises pour occuper les places. Alors on a besoin de travailler au niveau local avec des véritables écosystèmes culturels, c'est-à-dire on va voir dans une ville quelle est la richesse de ce milieu, je vais en dire un peu tout à l'heure, avec cette dialectique que j'indiquais dans l'identité, habitation, circulation. Si je prends l'intertemps maintenant, le travail cumule les temps, il les croise et les féconde mutuellement. Quand je prenais cet exemple du montage de la pièce de théâtre, on a bien cette idée que c'est par le travail, progressivement, qu'on arrive à la pièce. Mais la pièce, ce n'est pas simplement l'événement final. La pièce, elle va rassembler ce travail et le présenter, ce qu'on disait hier, dans la dialectique du temps. Et donc, il va donner cette idée, cette expérience que oui, le capital culturel, ça existe. Je suis capitaliste. Vous voyez dans quel sens? Qu'il n'y a rien de plus puissant que le capital culturel. Et pourquoi ce stupide capitalisme qu'on connaît aujourd'hui l'ignore? J'ai cherché, je fais un séminaire en éthique économique, j'ai demandé à des économistes de la culture de me parler du capital culturel, ils disent on ne sait pas. C'est Bourdieu, le sociologue, qui en a parlé. Et ces analyses sont loin d'être satisfaisantes. Pourquoi? Pourtant, il n'y a rien de plus important. Quand on a une école qui fonctionne, une école qui est dynamique, qui a une vie,
où ce n'est pas simplement une boîte dans laquelle les enfants rentrent et puis sortiront après avec un diplôme, mais que c'est un lieu de vie où les parents sont impliqués, où le milieu est impliqué, où on fait aussi dans l'école un bout de jardin, par exemple, etc., qu'on y fait précisément du théâtre, que les enfants ne restent pas dans l'école, mais qu'ils sortent, que des gens d'extérieur à l'école rentrent. Je vais ralentir. Alors, à ce moment-là, vous créez quoi? Un capital culturel, au sens le plus profond de cette notion de capital. Le capital est capital. Oui. Pourquoi? Parce que vous avez quelque chose qui va continuer à féconder et à développer toute une vie. Voilà. Il n'y a rien de plus inégal que la culture. C'est terrible à dire. Je le disais tout à l'heure en parlant de la richesse. Mais quand vous avez un enfant qui fait cette expérience d'une école magnifique, n'est-ce pas? Parce qu'il a eu aussi une famille qui l'a préparé à ça, vous avez un autre enfant qui ne fera pas cette expérience-là, eh bien, vous avez une distance qui va s'accroître. Parce que si après il se retrouve dans la même école supérieure, etc., il y a le premier qui aura beaucoup bénéficié, il va bénéficier encore plus. Et il va capter tout ce qui est. Même si les profs sont moins bons, etc., il va aller chercher les livres, il va aller chercher des expériences, parce qu'il aura déjà été allumé. Alors que son copain qui aurait été dans un monde beaucoup plus médiocre, il va attendre que ça se passe. Et donc cette diversité-là, c'est très important. Cette notion de capital culturel, ça veut dire qu'on peut croître. On peut croître comme une boule de neige au fur et à mesure, où plus notre surface culturelle grandit, plus évidemment elle a une capacité de grandir plus vite encore. Alors encore une fois, c'est une vision assez dramatique, mais qu'il faut à tout prix avoir devant les yeux. La gestion d'un écosystème culturel exploite la dialectique événement, temps de l'instant, durée. Ça, c'est encore Bachelard aussi, qui a fait ce beau livre sur la dialectique de l'instant, où il va montrer l'importance de la durée, le temps long, mais en même temps l'instant qui surgit. Donc là, on a cette dialectique du temps, que vous avez notamment dans un festival, par exemple. Qu'est-ce qu'on fait dans un festival? On va petit à petit, on ne peut pas simplement dire, allez, je ne sais pas si on faisait je ne sais pas si ça se fait, festival de peinture. Voilà. Alors on pourrait dire, les musées se mettent ensemble, voilà. Les musées de peinture classiques, contemporaines, etc., se mettent ensemble avec des écoles d'art, se mettent ensemble aussi avec des écoles primaires, des écoles maternelles, des lycées, des collèges, etc., se mettent ensemble avec des librairies pour présenter des ouvrages d'art, etc., se mettent évidemment ensemble avec des artistes de rue qui pourront à ce moment-là peindre sur les murs, valoriser aussi des peintures qui existent. Celle-là, je ne l'avais pas vue l'année dernière. Hein. L'immeuble, assez étonnante. Bon. Et à ce moment-là, c'est un énorme travail, parce que à l'école, ils disent qu'est-ce que vous faites? Nous, on a un programme, on n'a pas forcément envie de faire ça. Et dans chaque institution, vous avez ce problème. Et donc, on va essayer. Et si tout ce travail fonctionne, c'est-à-dire que pendant 3 jours, pendant une semaine, le festival a lieu, alors on s'aperçoit que c'est bien, mais que l'année suivante ou 2 ans après, on va pouvoir aller plus loin. Et donc on va cumuler de l'intertemps, comme on va cumuler de l'interlieu, pour faire en sorte que des gens qui n'auraient jamais mis le pied dans le musée de peinture, tout d'un coup, ils voient à quel niveau il peut y avoir une coloration des choses et un relief sur un mur ordinaire, n'est-ce pas? Et des regards étonnants qu'ils vont être saisis, n'est-ce pas? Par cette multidisciplinarité, de nouveau. Mais cette multidisciplinarité, on a besoin des temps longs. Mais des temps longs qui nous permettent, à un moment donné, de faire le temps de la fête, n'est-ce pas? Qui, lui, est un surgissement. Et tout le temps qui a été avant aura pris le sens de la préparation, comme si vous faites une autre fête, une fête de mariage par exemple. Et tout le temps qui sera après sera fécondé par cette fête qui continue à donner du sens aux choses. C'est pas ça les interconnexions? C'est pas comme ça, vous croyez, qu'on peut comprendre textuellement le droit de participer à la vie culturelle? Pas simplement de dire, tiens, il y a des expositions, on y va, mais à la vie culturelle. À une vie qui va imprégner une cité. Et pour m'imprégner, moi, comme être humain, j'ai besoin que l'environnement soit aussi imprégné. D'où l'interinstitution, je viens déjà d'en parler. C'est-à-dire, on va faire ces connexions entre les différentes institutions. Décloisonner constitue le défi politique à la fois ordinaire et majeur. Tout système social a tendance à cloisonner.
Faire un festival comme ça, c'est énorme. C'est un travail énorme. Ça implique aussi beaucoup de bénévolat. Hein, à la fois pour chaque acteur, l'enseignant, le directeur de musée, l'école d'art, etc., qui vont faire ça en plus de leur travail. Alors évidemment, ça, ils vont essayer de le faire entrer dans leur travail, sinon c'est pas bien. N'empêche qu'il faudra quand même créer quelque chose. Donc il faut y passer des heures supplémentaires, il faut arriver à convaincre le libraire, il faut, etc., etc. Et tout ça, c'est des réunions, c'est des projets, et au bout d'un moment, on se fatigue, bien entendu. Donc il faut qu'il y ait un retour sur investissement, si j'ose dire, qui soit tout à fait convenable. Et on s'aperçoit qu'effectivement, chaque acteur ensuite est dynamisé dans sa propre profession. Dans nos analyses qu'on fait sur les départements français, qui sont au départ, je suis assez surpris, les premiers qui ont pris la parole, c'est les bibliothécaires. Oui. Les bibliothécaires, alors, pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que leur métier est mis en discussion, puisqu'il y a beaucoup plus de choses qui se font par Internet. Donc, qui c'est qui va aller à la bibliothèque? Donc, ils doivent changer. Ce n'est pas simplement quelqu'un qui prête des livres, ça doit être quelqu'un qui est un médiateur culturel et qui donne le goût des livres et qui conseille. Même problème pour le libraire. En plus, la bibliothèque, elle a aussi cet avantage qu'elle peut prêter des livres pour des enfants et des livres spécialisés. Donc, elle peut avoir un tout public, comme on dit, là-dedans. Elle est une maison d'accueil aussi, n'est-ce pas? Et elle peut développer cette capacité d'accueil dans sa maison avec plus d'informatique, avec la cafétéria, avec tout ça, des éléments concrets, et de présentation, d'exposition, bien entendu. Et à ce moment-là, les bibliothécaires qui peuvent faire venir un camion d'exposition de peinture et faire le lien entre livre et peinture, on a cette expérience-là dans de nos départements, qui peuvent aussi eux-mêmes faire le camion bibliothèque et aller dans les villages pour faire ça, pour donner ici cet aspect de circulation, etc. Mais en tout cas, là, il y a un travail extrêmement intense et on est en train de récolter pas mal d'expériences dans ce domaine-là. Tous les acteurs culturels sont concernés en tant que médiateurs. En tant que professionnels du culturel, comme prof, comme tout ce que vous êtes ici, comme responsable politique de culture, comme gestionnaire culturel, etc., nous sommes tous des médiateurs, dans ce sens-là, au cœur de nous-mêmes. Hein. Alors enfin, l'interéconomie, je l'ai déjà un tout petit peu touché. Il faut repenser sans cesse les jardins et les places dans la maison démocratique. Remettre la place du marché. Il y a un économiste qui a fait ce livre avec ce titre, La place du marché. Ça veut dire la place du marché dans la ville, comme on avait autrefois. Et en même temps, la place de ce qu'on appelle le marché aujourd'hui en économie dans la cité, n'est-ce pas? Lui redonner ce sens humain. Ou quand on échange des biens et des services, on n'échange pas simplement des biens et des services contre de la monnaie, n'est-ce pas? On échange des valeurs. Et on échange des informations. C'est ça, un marché, normalement, dans une société démocratique. Un marché qui ne soit pas aveugle. Et alors, le problème, comme vous le savez, de l'économie de la culture, mis à part les industries culturelles, où là, vous pouvez avoir une logique industrielle qui est comparable avec l'industrie pharmaceutique ou une autre. Si vous vendez du disque, avec les problèmes de l'Internet, maintenant ça modifie, mais disons, en gros, c'était quand même ça l'idée d'une production. La même chose si vous produisez du livre. Quand vous avez du spectacle vivant, évidemment, ça ne va pas, parce que le billet d'entrée ne couvre pas. Hein, l'Opéra de Paris, qui est récent, chaque billet d'entrée revient à peu près à 800 €. Et donc, évidemment, personne ne va mettre 800 €, ou presque personne. Donc, je ne sais pas combien il est vendu. Toujours est-il que ça coûte énormément cher au ministère de la Culture française. Voilà. Est-ce que c'est juste? On aurait pu, d'après ce qu'on m'a dit, modifier un peu l'architecture, augmenter la jauge, et on aurait pu arriver, quand elle était pleine, à une certaine rentabilité. On ne l'a pas fait. Donc même quand il est complètement plein, il perd constamment de l'argent. On a un problème quand même, parce que de nouveau, c'est le spectacle uniquement qui coûte. Alors il produit du plaisir, etc., mais ce n'est pas suffisant. Donc si on a ce qu'on appelle une économie mixte, un mixage économique, je reprends l'exemple de ma troupe de théâtre tout à l'heure, elle va chercher des subventions, bien entendu, pour que le billet d'entrée soit acceptable, mais il faut aussi que les gens puissent payer quelque chose
parce que c'est un choix. Hein. La liberté, c'est aussi, ça passe par une liberté économique, même s'il peut y avoir des tarifs réduits pour d'autres, mais il y a cette idée de choix. Mais à ce moment-là, si on dit à la troupe de théâtre, dans votre subvention, vous avez aussi une responsabilité, un travail à faire à l'école, vous avez un travail à faire dans tel ou tel domaine, dans telle ou autre institution, eh bien, à ce moment-là, vous avez une valorisation à la fois, je l'indiquais, de la valeur de l'école en même temps que celle de la valeur de la troupe du théâtre ou du théâtre. Alors, ces mixages économiques ne sont pas simplement « ah zut, il faut trouver des subventions à droite et à gauche », c'est vrai que c'est lourd, mais c'est aussi le défi, j'allais dire, qui est normal, parce que toute activité coûte. Or, l'argent, si on le considère dans un sens noble et fort, c'est le sang du corps social. Quand quelqu'un est très pauvre et qu'il reçoit de l'argent, son premier salaire ou un salaire, il est extrêmement heureux. Pourquoi? Parce que c'est une reconnaissance. Une reconnaissance non seulement que son travail vaut, c'est déjà bien, mais que c'est une reconnaissance qui va transmettre à lui-même, à ses enfants, par exemple, puisqu'il va pouvoir leur acheter quelque chose. N'est-ce pas? Et donc à ce moment-là, il est reconnu comme quelqu'un qui est capable de donner. Une éthique économique, c'est une économie d'abord de l'homme qui donne. Nous, on en a fait le business de l'égoïsme, de l'homo economicus, n'est-ce pas? Mais l'éthique économique, ça donne cette capacité de faire circuler les valeurs et donc de donner. Et donc, quand on fait le montage économique d'une activité culturelle, il faut bien comprendre les différents chemins de valorisation qui est importante. J'ai une petite troupe, pas une troupe, un dispositif de théâtre, je ne sais pas comment on appelle ça. Ça s'appelle... je ne me rappelle plus maintenant. Ça va me revenir. Et où c'est un accueil, où ils accueillent voilà, différents types d'activités culturelles, notamment théâtrales. Et quand la directrice est arrivée là-dedans, il y avait 7 ou 8 tarifs de billetterie. Voilà. Les journalistes étaient gratuits, les autorités aussi, etc. Il dit, mais c'est impossible. Il a dit, je vais faire tous les billets à 15 francs suisses, qui était le prix de la place de cinéma habituelle. Et pour tout le monde. Et je fais avec le billet une publicité, en montrant ce que coûte réellement l'activité et combien ce billet couvre de l'activité, que le reste vient de subventions, de sponsors, etc. Alors, les directeurs financiers de son groupe, Arsenic, ça s'appelle. Voilà. Les arts de la scène, donc Arsenic. C'est un peu du poison. Voilà. Et ils disaient, oui, ben, essayons 1 an, mais on a peur évidemment de faire faillite. Et ça marche terriblement. Parce que le billet, qui est un truc ordinaire, devient à ce moment-là un outil de communication. Vous n'avez pas de meilleur modèle marketing qui est digne voilà, pour une économie de la culture. À ce moment-là, le billet devient quelque chose qui est noble. On a dans beaucoup de musées, on fait des billets qui ont une esthétique, etc. Ça, c'est une chose, et c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Il faut que le prix parle aussi. Il faut qu'on ait conscience du prix des choses, qui est aussi une valorisation du métier des gens qui font ce travail. Alors voilà. Les libertés sont donc, je fais un petit peu vite, les libertés sont un produit dans ce sens-là. Et j'insiste, dans cette logique d'économie sociale, c'était le public, ça se produit. Vous l'avez vu comment? C'est une production culturelle, un public. Eh bien, du tissu social, ça se produit. Vous créez une association de solidarité pour ceci ou pour cela, qu'est-ce que vous faites? Vous faites de la création sociale. Donc vous fabriquez du tissage social. C'est un travail qui est extrêmement important. Et alors, c'est ainsi qu'on va dire, ma liberté, ce n'est pas simplement « Ah, je suis libre, vous êtes libre », etc. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. On parle facilement des co-responsabilités, tout le monde comprend. Mais vous n'avez pas beaucoup de gens qui parlent des co-libertés. N'est-ce pas? Or, c'est pareil. N'est-ce pas? Je suis d'autant plus libre si je vis avec vous que vous êtes libre. N'est-ce pas? Pas de faire la fiesta toute la nuit, là ce serait un peu ennuyeux pour ceux qui veulent dormir. Mais je parle des libertés, il faut une structure, mais je parle des libertés fondamentales. Et si vous allez au supermarché, est-ce que vous êtes libre? Ben, vous avez un bout de liberté, mais qui a été préparé par le responsable des achats, celui qui met dans les rayons, qui a fait son choix, donc c'est un pré-choix.
et vous avez le directeur, le gérant du magasin, qui a fait encore le choix précédent, et vous avez, etc., le responsable des achats qui a choisi tel ou tel producteur, etc., etc. Et on va dire que c'est le consommateur qui est libre. Mon œil. Il a un petit bout de liberté dans un terrain qui est préfabriqué. Vous voyez ? Et donc, vous avez là une chaîne de liberté à remonter, qu'on peut essayer de comprendre si on a une meilleure traçabilité des produits, par exemple. Mais il faut bien comprendre cette interaction des libertés. Alors, c'est l'idée donc d'une politique démocratique. Richesse culturelle, je la définis ici d'une façon un peu plus systémique. Une richesse culturelle peut être définie par la qualité, la quantité, la variété et l'adaptabilité. Qualité, quantité, variété et adaptabilité des connexions. C'est comme si vous avez un écosystème écologique. Eh il faut qu'il y ait beaucoup d'éléments dans ce système qui soient très divers, et que les connexions entre ces différentes plantes, animaux, etc., la valeur de l'eau, les éléments chimiques aussi, eh bien, permettent beaucoup de connexions. Comme ça, si vous avez de la sécheresse, si vous avez un virus qui vient, si vous avez tel ou tel un prédateur, un autre prédateur qui arrive, eh bien, le système a cette adaptabilité parce qu'il est assez riche. Donc, s'il y a des connexions qui sont perdues, il est capable d'en recréer ailleurs. Et alors, à l'inverse, qu'est-ce que c'est qu'une pauvreté culturelle, comme une pauvreté écologique? Se reconnaît la rareté des connexions avec leurs conséquences, les exclusions, les cloisonnements et l'incapacité de tisser des liens. Vous prenez un système totalitaire, vous avez des exemples qui font mal. Les systèmes de guerre, les systèmes aussi à l'intérieur d'une entreprise. Vous avez des entreprises qui fonctionnent de façon complètement totalitaire. Vous avez aussi des familles qui parfois, malheureusement, fonctionnent de façon totalitaire. Alors, si je prends maintenant dans le rapport force de paix, on va pouvoir reprendre les mêmes éléments. Production de fierté et de reconnaissance partagée, et à l'inverse, au niveau de la violence. Une cause de violence se caractérise par la rareté des connexions. Pourquoi ? Si j'ai qu'une seule référence, prenez le fondamentalisme religieux, c'est le plus facile à dire comme ça, mais vous pouvez prendre un fondamentalisme politique, vous pouvez prendre un fondamentalisme néolibéral, peu importe. Je prends le fondamentalisme religieux. On vous a dit qu'il y avait les bons et il y avait les méchants. À ce moment-là, vous avez une référence principale. Et votre référence, elle n'est pas travaillée, elle est dure, comme un morceau de bois. Et donc, si quelqu'un vient vous dire « ta religion, elle ne vaut rien du tout », vous êtes mal, n'est-ce pas ? Vous n'avez rien pour vous défendre. Vous êtes directement attaqué au cœur. Et la réaction, c'est évidemment de rejeter l'intrus, de rejeter cet ennemi qui va humilier ce qui, pour moi, est le plus important. Si au contraire, vous avez une richesse culturelle, vous avez une référence religieuse forte, mais si elle était forte, vous êtes vécu dans une famille religieuse, mais intelligente. Alors à ce moment-là, vous avez une grande interprétation des rites, par exemple, et vous avez une idée à quoi ça correspond. Si vous avez une grande interprétation des rites, ça veut dire que vous les adaptez aux situations. Ce n'est pas complètement figé. Ça vous donne une conception de l'amour, ça vous donne une conception de la famille, ça vous donne une conception de l'alimentation, etc. Et à ce moment-là, lorsque quelqu'un vous dit « ta religion, elle ne vaut rien du tout », tu lui dis « tu n'y connais rien, mon pauvre idiot ». Ce n'est pas la même réaction. Alors, c'est un mépris, vous me direz, mais c'est un mépris justifié en cas présent. Et donc à ce moment-là, qui est ouvert éventuellement à la discussion. Voilà. Avec cette boucle, j'en ai déjà parlé, cette triangulation centrale, vous êtes sûr que quand il y a un problème de violation de droits de l'homme quelque part, vous êtes sûr que vous avez une violation du droit à la formation. Voilà. Et que vous avez une violation du droit à l'éducation et du droit au patrimoine. Alors je vous propose de faire une petite pause avant d'attaquer la méthodologie, le troisième point, l'analyse des politiques publiques au regard des droits culturels, tel qu'on l'a fait dans ce programme qu'on appelle Paideia, sur ces 5 sites français et sur d'autres sites, j'espère, en préparation. Ça va ? L'intérêt de la démarche était vraiment de faire le lien culture et lien social, le lien entre le culturel et le social. Donc on s'adresse là à des élus
de ce qui s'appelle le conseil général dans chaque département, donc des gens qui sont élus pour cela. On s'adresse à des fonctionnaires des différents secteurs, du social, du culturel, de l'aménagement des territoires et d'autres services administratifs. Et puis on s'adresse aussi à des professionnels qui viennent d'associations partenaires avec le département. La logique est la suivante. C'est que le travail d'observation... On a cette idée, des fois, vous savez, on dit qu'on fait de la recherche, alors on est dans l'université, et on dit qu'on fait de la recherche-action, c'est-à-dire une action sur le terrain. Je lui dis, la recherche dans les sciences sociales, ça doit être une action déjà elle-même. Alors ici, l'observation. Des fois, quand on a l'idée de l'observation, on a l'impression qu'on est passif, n'est-ce pas? Ou on met le micro sous le... on fait une enquête. Et ce n'est pas ça. En systémique, en logique de système social, on dit que quand un système se sait observer, il change. C'est ça? Et donc l'observation, c'est déjà travailler avec. Et c'est une observation qui est participative. C'est-à-dire que ce n'est pas nous, des experts, qui allons venir regarder ce qui se passe et observer. Non, on se met avec un groupe de travail des personnes que je vous ai indiquées tout à l'heure. Donc on commence dans chacun des départements par faire une journée, un petit peu comme ici, avec discussion et atelier. Et puis ensuite, chacun des départements a délégué 12 personnes et on se retrouvait dans un groupe interdépartemental pour travailler comme je vais vous l'indiquer tout à l'heure. On retourne dans les départements, travailler avec plus de personnes, une cinquantaine. On revient en interdépartemental pour comparer. On retourne dans les départements. L'observation est en même temps une formation, parce qu'il s'agit de se former pour observer. Et c'est en même temps une information, puisqu'on va chercher à découvrir ce type d'information. Mais pour trouver une information, il faut savoir la traiter. Avec quoi? Et l'observation est en même temps une action, puisque les différents professionnels du culturel, du social, etc., vont observer quoi? Ils vont observer leur politique. Ils vont observer leurs propres dispositifs. Ils vont observer les événements qui ont plus ou moins bien réussi, leurs projets. Et à partir de là, c'est une élaboration, un regard critique sur ce qu'on fait, et donc des propositions. Concrètement, la méthode est une boucle comme ça. Cette boucle d'observation-action, j'ai appelé tout à l'heure éthique. Pourquoi éthique? Parce que ce sont les personnes les plus concernées qui doivent être, les plus doctes. Oui. On dit des fois, quand on va chez le médecin, il y a des médecins qui disent, quand il reçoit le patient, il dit maintenant, ici, on est 2 docteurs. Moi, je suis le docteur en titre, de médecine, et vous, vous êtes le docteur de votre santé. Et donc, moi, je dois comprendre votre santé et vous aider à la développer. Alors ici, c'est un petit peu cette idée-là. Les professionnels avec lesquels on travaille sont eux qui doivent observer, et donc, qui sont les propriétaires de leur observation, les propriétaires et les développeurs de leur propre savoir. Alors, nous avons travaillé avec des cas d'école, donc des analyses de cas, qu'ils construisent eux-mêmes, avec les indicateurs. Alors, on est parti des 6 types d'indicateurs de connectivité que je viens de vous indiquer, et des cartographies. Donc, on part des cas très concrets, qui pour eux sont importants. On n'arrive pas avec une grille déjà faite. Des cas très concrets, qui pour eux sont importants, qui pour vous sont importants, si vous faisiez ça. On propose ces 6 indicateurs pour lire les cas d'école, entre autres, avec les droits culturels, et on retourne ou on reste dans le concret, c'est-à-dire on va faire des cartographies.
Alors, un cas d'école, c'est une observation donc, de pratique, de situation, de dispositif. Les cas d'école, vous l'avez ici, des situations qui méritent d'être analysées de manière plus approfondie parce qu'elles représentent des exemples significatifs d'un des trois types suivants. Donc, qui méritent. Pourquoi ? Soit ce sont des pratiques positives, quelque chose qui a vraiment très bien réussi, qui montre une très bonne voie de mise en œuvre des droits culturels. Et donc, dans le cas d'école, on va dire, voilà les 8 droits culturels. Est-ce que par rapport au droit à l'information, c'est positif, négatif ? Est-ce que par rapport au droit à l'éducation, est-ce que par rapport au droit de participer à la vie culturelle, c'est plutôt positif, négatif ? Est-ce que par rapport au droit au patrimoine, c'est un élément important ou pas ? Évidemment, ce n'est pas un questionnaire. Si les questions ne sont pas utiles, on n'y répond pas. Mais on cherche les droits qui sont directement impliqués. Ça peut être des pratiques négatives, donc c'est un échec. On voit que ce n'est pas possible. Par exemple, un festival, on a la fiche de cas d'école d'un festival, il y a beaucoup de chances qu'il ait bien réussi, mais quand ils demandent les subventions pour le festival, on leur dit, vous devez avoir combien d'handicapés, vous devez avoir combien de Roms, vous avez combien, etc. Ils disent, mais ce n'est pas ça qu'on voulait. Nous, on veut qu'il y ait un seul public. Mais là, le financeur nous oblige à avoir des quotas, n'est-ce pas ? Donc ça, c'est un problème, contradiction. Et puis évidemment, la plupart des pratiques sont mixtes, qu'elles comportent à la fois des éléments positifs et négatifs qui sont imbriqués les uns dans les autres. Alors, un cas d'école est un cas significatif, c'est-à-dire qu'il mérite l'analyse. Alors, je vais vous présenter peut-être tout à l'heure l'un ou l'autre cas pour que ce soit un peu plus clair. Donc, on va demander aux personnes de faire leur propre cas d'école. Normalement, ce travail en lui-même, il est déjà utile. C'est ça ? Parce qu'ils vont examiner, alors quoi ? Une pratique culturelle. Par exemple, dans le département de Belfort, territoire de Belfort, eh bien, il y a un dispositif qui s'appelle collège et cinéma. Alors, à ce moment-là, dans le dispositif qui a été mis en place, on va demander à des collèges de pouvoir montrer 3 films dans telle ou telle classe pour habituer les collégiens à discuter sur la valeur des films. Et le directeur de collège qui voit ça, il dit « Mais il y a des gens qui ne sont jamais allés au cinéma. Donc comment est-ce que je vais simplement choisir une classe et là je vais leur montrer 3 films et en discuter et dans les classes voisines, ils n'iront jamais au cinéma. Donc ça n'est pas correct. Il faut modifier le système et bousculer un peu l'autorité qui avait mis en place ce dispositif pour lui dire, nous, notre réalité, elle est différente. On doit donner le goût du cinéma à tous les élèves, ça ne se discute pas. Alors si on n'a pas les moyens avec ce dispositif, il faut en trouver d'autres et travailler avec les salles de cinéma ou autre chose, avec des vidéos, évidemment. On a beaucoup de moyens aujourd'hui. Alors voilà, je vais vous prendre d'autres exemples après. Alors, on regarde par rapport aux droits culturels, on regarde par rapport aux indicateurs. Les indicateurs, c'est nous qui allons les chercher, parce que ce n'est pas encore au point, donc on veut travailler l'outil en même temps que l'observation. Et puis ensuite, on va demander, pour le même cas d'école, aux personnes de faire une carte. La question posée ici, c'est qui est-ce qui initie une création culturelle et sociale ? Le problème de l'innovation, c'est qui commence. Ça peut venir d'un groupe spontané, ça peut venir de l'autorité qui propose de faire quelque chose avec un financement, ça peut être un appel à projet. L'inconvénient de l'appel à projet, c'est l'autorité qui décide le cadre. Alors, on va demander de faire ici une carte où on met l'acteur culturel central. Alors, on pourrait prendre, par exemple, le musée de peinture et dire qui est-ce qui arrive. Donc là, vous avez les personnes qui arrivent et vous avez aussi des fournisseurs. Cette carte, c'est ce qu'on utilise en éthique économique. On appelle ça le stakeholder map, la carte des parties prenantes. Voilà.
On dit le musée, ce n'est pas simplement une boîte avec des gens qui rentrent et d'autres qui sortent, des tableaux et des fournisseurs, mais c'est tout un système. Et alors on va regarder les personnes arrivantes. Quel chemin elles font avec le musée, n'est-ce pas, et à la sortie. Si c'est simplement elles arrivent, ticket d'entrée, et puis elles ressortent, bon, il n'y a pas grand-chose à voir, si j'ose dire, circuler. Si, au contraire, on dit attention, on a besoin, pour pouvoir attirer des visiteurs qui ne seraient jamais allés au musée, on a besoin de se mettre en partenariat avec d'autres. Et donc, on peut avoir ici des fournisseurs. Un fournisseur, ça peut être, dans le cas présent, un collège, qui dit à une classe, on va aller voir le musée. Alors, est-ce que c'est simplement des fournisseurs, et puis là, de nouveau, des enfants qui vont au musée, et puis, bon, ça marche plus ou moins? Ou bien, est-ce que, là aussi, des gens du musée, ou des artistes, sont d'abord invités, soit à aller d'abord dans l'école, soit, évidemment, à accompagner la mission. Et puis après, ce qui se passe, est-ce que c'est fini? Ou bien est-ce qu'au contraire, par exemple, dans le collège, on va faire des activités qui sont en lien avec ce qui a été vu, ou qu'on puisse y retourner une deuxième fois pour autre chose. Et à ce moment-là, vous avez ici une chaîne, voilà, avec des personnes, et puis aussi, évidemment, des fournisseurs. Les fournisseurs, bon, ça peut être, je ne sais pas qui c'est qui fournit les tableaux, enfin, voilà, les différents partenaires qu'on peut avoir ici, qui sont des fournisseurs. Et parmi les fournisseurs, vous avez aussi les fournisseurs d'électricité, enfin les choses très concrètes, n'est-ce pas? Alors, par rapport aux destinataires, dans le cas présent, c'est assez visible. On veut savoir aussi quels sont les bailleurs de fonds, c'est-à-dire qui financent. Si c'est un seul, le budget de la ville, par exemple, bon, c'est une chose. Mais encore une fois, là, on n'est pas en financement mixte. Donc, si on a d'autres fondations, des associations, etc., alors ici, on a cet aspect bailleur de fonds. Il est évident qu'au niveau des destinataires, si les destinataires sont clients, ils payent aussi un billet d'entrée. Vous avez les confrères concurrents et co-traitants. Quand on est en logique économique, on a l'impression qu'on est plutôt tout le temps en concurrence. Mais là, ça fait encore partie des mensonges du néolibéralisme qui n'est plus libéral du tout, parce que quand on parle de marché, on dit toujours qu'on est en concurrence. Mais si vous voulez faire une activité économique, il faut quand même d'abord trouver des partenaires, n'est-ce pas? Une équipe qui va faire quelque chose, des fournisseurs, des clients. Donc, ce qui fait le marché, ce n'est pas d'abord la concurrence, ce n'est pas vrai, c'est la coopération. Oui. Là, vous avez une dialectique concurrence-coopération qui est très forte en économie, mais comme par hasard, on l'oublie, l'aspect coopération. Et on dit concurrence, concurrence, comme ça, du coup, ça met tout le monde sous pression, n'est-ce pas? Et il y en a qui profitent malheureusement de ce système. Alors, dans le cas présent, si on regarde le musée de peinture, les confrères concurrents et co-traitants qui peuvent prêter des collections, évidemment, c'est d'autres musées de peinture. Alors que ce soit, vous voyez, ici, rappelez-vous la triangulation tout à l'heure, les acteurs, ça peut être des acteurs publics, ça peut être évidemment des acteurs privés, ça peut être aussi des acteurs associatifs. Et donc, quelles sont les relations qu'il y a maintenant avec notre acteur culturel, son activité et cela? Et puis, vous avez ce groupe qui est un petit peu plus difficile à définir. On a appelé acteurs du débat public et producteurs de normes. Alors, vous avez évidemment la presse, qui est tout à fait important, puisque vous allez créer vous ne pouvez pas faire de la publicité, ça coûte trop cher. Hein, mais vous allez faire un événement qui attire les médias. Voilà. Ceci dit, les médias, ils peuvent être aussi ailleurs. Hein, mais principalement, on pourra les mettre ici. Vous avez aussi des organisations internationales, l'association, c'est quoi, ICOMOS, des associations de musées, etc., qui permettent d'avoir à la fois de développer des normes pour des connaissances, des informations. Vous pouvez avoir des associations professionnelles des différentes professions qui sont impliquées, et puis des organes de surveillance. Alors, ce qui nous intéresse ici, c'est de savoir, est-ce que si je prends cet acteur culturel, je peux prendre un autre, je peux prendre l'hôpital psychiatrique, n'est-ce pas? L'acteur culturel ici est pris au sens large. Ça peut être une école,
Ça peut être un hôpital psychiatrique. Pourquoi? Parce que qu'est-ce que vous faites quand vous êtes dans une relation thérapeutique? Vous êtes aussi dans la culture, hein, la culture de la santé. Alors, si on vous bourre simplement de produits chimiques, la culture, elle ne sera pas terrible. Hein. Mais si on travaille effectivement sur les différentes dimensions, parce que vous savez qu'une maladie psychique, évidemment, il y a une dimension qui peut être neurochimique, hein, neurologique, neurochimique. Vous avez une dimension qui va être psychologique, familiale, psychosociale. Et vous avez aussi, on pourrait dire, une dimension spirituelle. Pourquoi? Parce qu'on perd le goût un peu de la vie, du sens de la vie, etc. Et donc de tous les sens. Et à ce moment-là, évidemment que la santé va être un élément qui est très, très personnel. Et on devrait avoir une culture du corps, culture des choses. Et donc à ce moment-là, je peux prendre l'hôpital psychiatrique et dire quelle est son activité culturelle et faire le même schéma. Je peux évidemment mettre une bibliothèque, comme je le disais tout à l'heure. Hein. Je peux aussi mettre une entreprise, soit même une entreprise pharmaceutique. Pourquoi? Parce que l'entreprise pharmaceutique, quand elle fait un médicament, elle doit en même temps informer. Hein. Et un médicament, ce n'est pas simplement une pilule, un produit chimique qu'on avale. Un médicament, c'est quoi? C'est une conception de la maladie. Pas seulement dans le domaine psychiatrique, dans d'autres domaines aussi, dans les antibiotiques, etc., les vitamines. Et donc, il s'agit que dans le médicament, il y a une information qui va avec. Alors, non seulement la petite fiche en papier qu'il y a dessus, mais une information qui peut passer par le médecin, par l'infirmier, par différents canaux. Et voilà. Et donc, un pharmacien, que ce soit une entreprise pharmaceutique ou que ce soit un commerçant, dans ce cas présent, on va le prendre aussi sous cet angle culturel. On voit ça très bien, ça peut vous paraître bizarre, mais j'étais en Bretagne et là j'ai rencontré un, comment on appelle ça, ethnobotaniste, hein, des ethnobotanistes. Donc lui, il parcourt pas mal de pays d'Afrique, aussi d'Amérique latine et d'autres régions encore, et il va chercher les médicaments qui sont utilisés là, les plantes. Et donc il va d'abord interroger les femmes. Et les femmes lui disent généralement, moi je ne sais rien, je suis ignorant. Ouais, surtout qu'ils voient ce type qui arrive, qui est quand même plutôt un savant, et moi je ne sais rien. Et il dit, mais qu'est-ce que tu fais qu'est-ce que vous faites quand le bébé il a la diarrhée, etc., etc. Et petit à petit, il interroge, il voit que ces femmes savent beaucoup de choses. Donc ils récoltent ces savoirs-là, ils vont chercher les plantes aussi, ils les ramassent, et puis ensuite ils vont voir le tradit praticien, hein, c'est-à-dire les gens qui sont, on les appelle parfois, en Haïti par exemple, on les appelle les docteurs feuilles, hein, ceux qui connaissent effectivement toute une bonne panoplie de plantes qui soignent. Hein. Et après, ils analysent ça avec leur laboratoire, enfin, et ils publient les résultats. Pourquoi ils le publient? Parce que du moment que c'est publié, la plante, à quoi elle sert, ces formules chimiques, n'est-ce pas? Eh bien, vous avez plus un laboratoire qui peut capter ça et le breveter et en priver les populations. Alors là, vous voyez, vous avez toute une dimension culturelle de cette chaîne de médicaments qui est là. Et quand on rétablit cette dimension culturelle, on rétablit aussi la dignité de ces personnes et de leur peuple qui sont là, familial. Voilà, donc ça c'est le deuxième type, donc le premier type de carte de partie prenante. Mais on en a une deuxième, c'est la chaîne de valeur. Qu'est-ce que c'est que la chaîne de valeur? Je prends cette analyse-là, une ressource. Une ressource, c'est une ressource humaine, par exemple, un être humain avec ses capacités. Une ressource, ça peut être aussi un bâtiment, comme celui-ci. Une ressource, ça peut être du savoir, un capital culturel. Une ressource, ça peut être une ressource financière, de la monnaie. Ça peut être des machines, etc. Vous prenez ces différentes ressources. Vous estimez ces ressources. Une valeur, qu'est-ce que c'est? C'est une ressource estimée. Ouais. Estimée comme on estime, vous allez chez un bijoutier, voir combien ça vaut, etc. Donc vous estimez, vous êtes directeur de ressources humaines, vous devez embaucher quelqu'un, et vous avez des personnes qui viennent, vous allez estimer leur valeur. Pas leur valeur en tant que personne, mais évidemment leur valeur professionnelle.
Et alors à ce moment-là, on est vraiment dans la notion de valeur. Vous remarquez que la valeur ici, elle a aussi bien un sens éthique, un sens esthétique, qu'un sens économique, un sens social, un sens instrumental. Et c'est important qu'elle ait ces différentes dimensions. Et ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire la valeur 1 fois la valeur 2 fois la valeur 3 fois la valeur 4. Vous avez une valorisation, c'est-à-dire vous créez de la richesse. Vous mettez des personnes ensemble qui sont compétentes, vous leur donnez des outils de travail qui sont tout à fait intéressants, vous leur donnez un mandat, du savoir, des gens, des visiteurs, etc., d'autres personnes, et puis de l'argent pour fluidifier le tout, pour que ça fonctionne, plus ou moins. Ça peut être aussi du bénévolat, de l'autre énergie sociale, et vous avez de la création de richesse. Donc, à l'inverse, si vous ne faites pas ça, vous avez de la dévalorisation, donc du gaspillage de richesse. Et alors, ce qui va nous intéresser à ce moment-là, c'est d'analyser des chaînes de valeur. Donc, c'est le même schéma que tout à l'heure, mais je prends que le bas. Où vous pouvez avoir ici, un peu comme dans l'économie classique, une activité de production. Par exemple, vous produisez un spectacle. Mais vous pouvez aussi produire un festival. Vous pouvez produire des disques, etc. Et à ce moment-là, vous avez une chaîne classique, une chaîne qu'on appellera en amont, comme dans les fleuves, et aval. Chaîne en amont d'approvisionnement et chaîne aval de distribution. Et vous avez donc là tout le montage de l'activité avec des questions de recyclage. Donc, qu'est-ce qui nous intéresse dans une chaîne de valeur? C'est qu'à chaque niveau, et c'est pour ça qu'on parle d'une chaîne, c'est-à-dire les différentes étapes, les différents segments ou maillons de la chaîne, eh bien, on peut faire son bilan. Comme vous pouvez faire un bilan écologique, vous pouvez faire un bilan social, est-ce que les gens sont contents de faire ce qu'ils font? Vous pouvez faire un bilan économique, est-ce que les gens sont payés normalement, n'est-ce pas? Et donc la rétribution du travail est correcte. Vous pouvez faire un bilan culturel. Le bilan culturel, est-ce que les gens, au fur et à mesure, deviennent plus intelligents? Est-ce qu'ils acquièrent du savoir, des compétences, etc. Et à ce moment-là, on va faire vraiment une traçabilité, n'est-ce pas, d'un dispositif. Je vous donne un exemple. Et après, on pourra en prendre d'autres. On pourra prendre celui qu'on avait évoqué hier dans la discussion. Vous avez des associations qui existent en Europe. J'imagine qu'il doit y en avoir ici aussi. Il y en a une qui s'appelle Culture du cœur. Beau, hein? Culture du cœur. Et alors, ils partent de l'idée qu'il y a des gens qui n'ont pas d'argent pour aller au cinéma, etc., au théâtre, à l'opéra, et qui n'ont pas non plus peut-être le goût d'y aller, en tout cas à l'opéra, au cinéma peut-être. Et donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont ici chercher des partenaires sociaux, par exemple un bureau d'aide sociale, public, une association qui s'occupe de l'aide au logement, etc. Et ils vont leur dire, est-ce que dans les personnes dont vous vous occupez, il y a des gens, ça leur ferait du bien de faire une sortie culturelle. Et ils vont chercher auprès des producteurs de spectacles des billets gratuits. Et donc, ils vont travailler avec ces gens, ils vont leur expliquer le spectacle qu'on va voir, n'est-ce pas? Et une fois que les choses sont prêtes, ils les amènent. Alors, je suis ici, pardon, c'est ce schéma-là. Où ici, on a des personnes, on ne produit pas un spectacle, c'est autre chose. Ici, on a une activité d'accompagnement. Alors, des personnes arrivantes, il y a l'itinéraire de la personne, il y a le spectacle, peut-être un deuxième spectacle, et après, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez qu'on a une difficulté avec cette activité. Plusieurs difficultés. La première, bon, ils ont vu un spectacle, 2 spectacles, et après. Ça risque d'être, c'est magnifique, mais bon, on nous a fait un cadeau une fois, 2 fois, ça ne se reproduira pas. Donc ça peut être encore plus humiliant. C'est un autre aspect aussi, c'est qu'on dit ces gens-là, ils n'ont pas de culture. Donc on va leur donner l'accès à la culture. Ce qui est quand même assez ambigu également. Alors on va travailler avec ces associations pour voir effectivement quelle est leur chaîne de valeur. Et si, dans le résultat des courses, à chaque fois, on a effectivement l'effectivité du droit de participer à la vie culturelle, ou bien où est-ce qu'on est plutôt dans une logique de besoin? On dit, tiens, il y a des gens qui ont besoin de cinéma, d'opéra, on va leur en donner. Et donc, est-ce que cette activité va renforcer leur capacité après? Et donc ici,
pour simplifier, on a mis une chaîne simple, mais en réalité, là, on va aussi mettre, comme un arbre, comme un réseau, on va mettre les différents interacteurs. Et bien entendu, il s'agit de faire ça de façon très concrète et de désigner. Alors, je n'ai pas encore de chaîne de valeurs, d'objets culturels, activités. On en a des brouillons, mais qui ne sont pas encore formidables. Là, j'ai pris simplement une qu'on a utilisée pour la pharmacie, pour vous donner juste un exemple. Ce n'est pas très net, hein, mais bon, peu importe. Vous avez la mission des pharmas. La mission des pharmas, il y en a qui disent pour nous, c'est simplement faire du fric. Erreur. La mission d'une pharma, c'est de faire des médicaments meilleur rapport qualité-prix, des médicaments qui sont donc efficaces. Et vous avez ici recherche et développement, autorisation d'homologation, fabrication, mise sur le marché, consommation, recyclage. Donc vous avez ici les différents segments de la chaîne, ces différentes activités. Et on déploie en dessous les valeurs et les droits humains qui sont dans les différentes étapes. Alors ici, on pose sur la question de l'accès aux médicaments adéquats, la recherche exploratoire, les essais précliniques, les essais cliniques, etc. etc. Oui. Et on s'aperçoit jusqu'ici, suivi du produit, gaspillage, impact écologique. Et à ce moment-là, on a véritablement une chaîne de valeur où on s'aperçoit, vous savez, le problème qu'on a avec les médicaments, c'est qu'il y a beaucoup de tricheries et les industries pharmaceutiques disent qu'elles sont libérales, alors qu'en fait, la plus grande partie de l'économie ici, elle est largement publique, elle est négociée avec les autorités. Et qu'en plus, il y a de la tromperie souvent sur la marchandise. Donc, on a grand intérêt. Je vous en donne encore juste un autre, qui est cette fois-ci sur la viande de bœuf, voilà, qui donne un autre exemple. Vous avez ici une idée de chaîne de valeur. Et vous avez ici, on a mis la logique du système, c'est-à-dire la gouvernance, avec les différents secteurs qu'on a dans une entreprise. Encore une fois, que ce soit une entreprise privée, une entreprise publique ou une entreprise non-profit, peu importe. Et la responsabilité par rapport aux droits de l'homme, avec les différents standards qui peuvent être déployés. Alors la difficulté ici, c'est de nouveau, on a un peu simplifié. En réalité, il y a à chaque fois des choses qui rentrent et qui sortent, voilà, avec ce qu'on appelle les externalités, c'est-à-dire des effets indirects. Et là encore, c'est ça qui nous intéresse, parce que dans le bien culturel, c'est un bien qui est spécifiquement qui développe les connexions. Et donc, si quelqu'un va au spectacle, ce n'est pas simplement qu'il va au spectacle, c'est après, qu'est-ce qui se passe. Donc, quelle est la fécondité indirecte de cette approche? Alors voilà, on va passer aux questions, aux discussions là-dessus, et je pourrais prendre à ce moment-là quelques exemples dans la discussion. Ce qui m'intéresse, effectivement, d'abord, il peut y avoir des questions comme ça de discussion, de compréhension, comme hier, mais on peut aussi travailler rapidement sur un exemple que vous pouvez avoir. Ce qui est tout à fait important, c'est qu'après, on espère avoir, par exemple, une vingtaine de cas d'école sur les musées. Alors, si on a une vingtaine de... Oui, pardon. Si on a une vingtaine de cas d'école sur les musées, alors après, ça devient... les comparaisons sont intéressantes. La même chose si c'est sur les bibliothèques, si c'est sur les écoles, etc. Et donc, les idées doivent venir ainsi, comme ça, à partir du moment où on aura une masse critique suffisante de cas d'école et que les indicateurs utilisés pourront être davantage développés. Par exemple, dans l'indicateur interdiscipline, on peut aussi avoir les différents supports de médias. Ouais. On peut avoir un indicateur sur les rapports entre les professionnels et les amateurs. On reprend le musée de peinture, vous pouvez avoir des professionnels, vous pouvez avoir au contraire le travail pour faire en sorte que cette science, cette communication, cet amour de l'art puisse se transmettre aussi avec des amateurs, comme on fait quand on fait des résidences d'artistes, par exemple. On fait l'artiste qui a pour mission de donner le goût, d'utiliser les habitants qui sont là, entre guillemets, de les allumer, si on veut dire, de les associer à sa propre production. Voilà.
Donc on peut déployer dans beaucoup de sens.